ce qui domine toute ma carrière et tous les travaux que j'ai pu faire, c'est le souci de faire participer à l'immense satisfaction que peut donner la fréquentation du patrimoine artistique et monumental le plus grand nombre de personnes possible. Et je peux dire que, à mon sens, personne n'a réellement les instruments pour le faire. D'abord parce que ce pays dans lequel on nous dit le patrimoine artistique et monumental, c'est sans doute un des premiers du monde, il n'y a pas les instruments pour pouvoir sérieusement en faire le tour. Je compare ça avec les exemples que nous avons à l'étranger. Il y a l'immense travail fait par le professeur Deyo au XIXe siècle qui fait qu'on peut faire le tour de l'Allemagne et être informé partout. Hein. C'est vrai avec Pessner en Angleterre, et nous n'avons pas l'équivalent en France. Alors qu'il y a des travaux de compilation sur d'autres aspects de notre culture, la cuisine, combien y a-t-il d'une cuisine jusque dans votre maison, sur la cuisine française, sur la langue elle-même, plusieurs ouvrages monumentaux. Eh bien, nous n'avons pas l'équivalent en France en ce qui concerne le patrimoine. Alors, il ne faut pas s'étonner, évidemment, qu'un certain nombre de personnes, je veux dire, quel que soit leur niveau de culture, soient constamment à la recherche d'un instrument pour aller aux faits et aux choses les plus secrètes, les plus nouvelles dans le patrimoine. Alors, ça s'adresse à la fois, je veux dire, aux voyageurs qui n'ont pas la culture nécessaire pour aller au fond des choses, mais à qui on donne quand même un instrument qui l'amènera assez facilement jusqu'au lieu où il y a des choses à voir. Et ça, c'est pas évident, curieusement, car je suis très attaché à l'aspect fonctionnel du livre. Comment peut-on aller jusqu'au site que je décris, surtout s'il est un peu difficile à trouver. Je crois que tous les instruments ont été mis en place pour le faire. Jusqu'à, en particulier, des dispositions que vous ne trouverez, à ma connaissance, dans aucun guide, qui est la chance que vous avez, si vous vous déplacez, de voir réellement ce pourquoi vous vous déplacez. Ça, c'est tout de même une donnée qu'on devrait trouver dans tous les guides et qui n'existe que dans celui-là, à ma connaissance. Alors, vous pouvez faire des kilomètres comme ça pour aller voir un château dont on vous dit qu'il est superbe, et puis vous arrivez devant une grille fermée et finalement, vous ne voyez rien. Donc, il y a tout cet aspect proprement mécanique qui me paraît important pour que chacun puisse voyager à sa manière et aller au fin des choses. Et puis, bien sûr, il y a la volonté de combler, là c'est tout mon métier aussi, de combler l'ignorance immense, n'est-ce pas, dans ce domaine. Alors, quand on parle de la Normandie, on se dit cette ignorance n'existe pas pour la raison que la Normandie est le lieu de naissance de l'archéologie monumentale, c'est-à-dire de cette science qui se développe après ça dans les guides, avec Arcis de Caumont en 1830. Donc c'est tout à fait surprenant. C'est de plus une province, une des rares provinces dans lesquelles les sociétés savantes sont encore très vivantes. Donc on sait tout, n'est-ce pas? On peut prétendre qu'on sait tout. Alors, curieusement, il y a encore des découvertes à faire, et le seul fait que nous rassemblions de l'information qui jusqu'ici était dispersée, c'est le drame, n'est-ce pas, de la connaissance en France. Peut-être ça tient à notre tempérament. Un éditeur, heureusement vous n'en êtes pas, volontiers multipliera les monographies sur les sites où l'on sait qu'on vend, n'est-ce pas, si bien que vous allez vous trouver avec un nombre considérable de monographies dont vous ne savez pas quelle est la meilleure, et au lieu de vous aider, ça vous disperse, n'est-ce pas? Et en revanche, vous n'aurez pas la relation qu'il faut établir entre cette très belle cathédrale et la petite église paroissiale d'un quartier de Rouen, qui a des relations profondes entre eux. Donc là, il y a tout un travail de rassemblement qui me paraît être le travail que nous avons voulu faire. Alors, avec bien sûr un certain nombre de faits nouveaux qui tiennent moins, si vous voulez, au fait qu'on est dans une nouveauté totale. Il y a quelques exemples que je pourrais vous donner si ça vous intéresse, n'est-ce pas, de découvertes réellement totales. Mais c'est rare dans une province comme ça. En revanche, on peut être amené, j'ai un exemple, par une église qui m'a beaucoup frappé, qui s'appelle la petite église de Brémontier. Brémontier est une petite église de village, vous ne viendrez pas à l'esprit de pousser la porte, n'est-ce pas, de cette église, elle est charmante au demeurant, mais si vous poussez la porte, vous retrouvez dedans tout le mobilier de l'abbaye, de la commune, qui a été détruite à la Révolution, et c'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup d'églises françaises. Les paroisses héritent du mobilier des abbayes, et donc se trouvent dotées d'un mobilier absolument fabuleux. Et l'église de Prémontier, c'est un chef-d'œuvre, absolument. Et puis, il y a des objets qui n'ont pas été, comment dire, qui n'ont pas été documentés comme il le fallait. Et pour moi, la plus grande émotion que j'ai eue dans ce voyage, parce que je sache, qu'on le sache, n'est-ce pas, je n'ai pas écrit ce livre sans avoir moi-même voyagé, je vais aller voir tout ce que je cite, j'ai sans doute oublié des choses, hein, mais je vais voir tout ce que je cite, et la plus grande émotion, ça a été dans la cathédrale de Sées, de découvrir
un buste du Christ qui était donné à Philippe Caffieri, qui n'est pas un modeste sculpteur, mais enfin, peut-être pas de grande renommée. Et quand je suis arrivé dessus, j'ai eu le sentiment vraiment de voir un chef-d'œuvre, comme on a peu d'émotion dans son existence. Et en effet, en regardant à peu près, en allant consulter les derniers travaux des spécialistes, je me suis aperçu que ce n'était pas une œuvre de Caffieri, mais une œuvre du grand Bernat, n'est-ce pas, le plus grand sculpteur du XVIIe siècle romain et français même, puisqu'il est venu en France. Et c'est en plus de ça une œuvre qui ne peut pas ne pas être émouvante, puisque c'est la dernière œuvre du grand sculpteur. Il en fait cadeau à la reine Christine de Suède. Elle-même dit qu'elle n'est pas digne de recevoir un chef-d'œuvre de cette importance. Il meurt, il lègue à la reine l'œuvre qu'elle-même donne au pape. Comment c'est arrivé à C après ça c'est un autre problème. Mais voilà ce que j'appellerais de véritables découvertes. Évidemment, ce Christ était visible de tout le monde. Hein, il était là, depuis longtemps. Alors, dans le domaine de l'architecture, c'est plus rare. Hein. C'est plus rare parce qu'on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là depuis très longtemps. En revanche, le 19e reste encore très largement à découvrir. Et j'ai fait au moins 2 découvertes qui, pour moi, importent beaucoup. Un pénitencier qui est tout près de Gaillon, et qui est une maison de redressement pour adolescents construite dans les années 1850. On est très près de Maitray. Je ne sais pas si vous connaissez Maitray, n'est-ce pas? C'est là où Jean Genet a été prisonnier quand il était adolescent. On en a fait toute une affaire, non sans raison d'ailleurs. Hein. Et je crois qu'on a, du point de vue de l'émotion que ça peut créer, un grand ensemble monumental, remarquable, et qui évoque évidemment une période difficile où les adolescents étaient enfermés pour assurer leur redressement. Personne n'avait jamais cité ce ouvrage. C'est le genre de choses, on s'arrête tout d'un coup, on donne un coup de frein dans sa voiture, on s'arrête et on dit mais qu'est-ce que c'est que cela? Ça arrive. Deuxième, si je le cite, c'est parce que j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose pour lui, parce qu'il est vraiment menacé. C'est un château qui se trouve en bord de mer, dans une période de la plage qui est assez sévère, près du Cap Antifère. Je trouve d'ailleurs le mot Antifère, lui-même, il évoque le voyage de Jules Verne. On se croit déjà dans Jules Verne. Et là, vous avez, au-dessus de la plage, un grand château construit par un maître maçon à la fin du 19e siècle, peut-être début du 20e, je ne sais plus très bien, qui, à mon avis, mériterait la renommée qu'on a fait par la suite aux grands ouvrages d'art naïf, hein, au facteur cheval, par exemple. Hein. C'est quelque chose de fabuleux. C'est aujourd'hui, ça n'est plus habité que par des corbeaux, mais c'est complètement surdimensionné, c'est fou de culture, de mélange de styles, etc. Voilà un ouvrage, je ne soupçonnais pas qu'il était là, n'est-ce pas? Et bien sûr, il serait intéressant qu'on puisse le prendre en considération. Voilà ce que représente ce livre, avec quelque chose dont je crois pouvoir le dire, c'est que c'est un travail d'historien de l'art. Et ça, je tiens beaucoup, parce que une grande partie de l'information passe par l'illustration. C'est un livre très illustré, et j'y tiens beaucoup, pour la raison que l'illustration n'est pas pour un historien de l'art, comment dire, quelque chose pour faire joli. C'est quelque chose qui porte fondamentalement sa pensée et le discours qu'il a à tenir. Hein. Donc l'articulation entre le texte, qui d'ailleurs en est allégé, parce que les longues descriptions sont ennuyeuses, il est beaucoup plus explicite quand on peut se référer à l'illustration. Voilà, je crois, en gros, si vous voulez, les principales caractéristiques de ce livre. Hein. Il y en a peut-être d'autres à vos yeux. Je veux dire qu'il y a un point que je voudrais ajouter quand même, c'est qu'effectivement, c'est la première fois que j'arrive dans la plénitude de ce projet, grâce à l'éditeur qui a bien accepté de le prendre, de produire un ouvrage comme celui-là, qui correspond alors là même totalement à l'objectif que je m'étais donné. Alors maintenant, il faudrait pouvoir l'étendre sur l'ensemble de la France, bien sûr. Bon, le Mont Saint-Michel, c'est vrai que le Couesnon est la frontière occidentale, par exemple, de la Normandie. Les protestations des Bretons, pour lesquels j'ai la plus grande admiration, demeurant, me paraît complètement dépassée. Il est clair, je n'aurais même jusqu'à dire, qu'une partie du gothique breton vient de Normandie. C'est bien que s'il fallait vraiment déplacer la frontière, ce serait plutôt pour la mettre encore plus à l'ouest. Évidemment, les Bretons s'en étonneront peut-être, mais c'est tout à fait juste. Nous trouvons des exemples, n'est-ce pas, du grand clocher de Saint-Pierre-de-Camp, nous en trouvons en Bretagne, et les Bretons eux-mêmes reconnaissent que c'est une architecture normande. Outre le fait, mais alors ça, pardonnez-moi, c'est une réaction toute personnelle,
et peut-être pas très mal pensante, c'est que j'ai toujours admiré le fait que le Mont Saint-Michel, dans la guerre de Cent Ans, est resté fidèle au roi de France, alors que toute la Normandie était passée du côté du roi qui s'intitulait abusivement roi d'Angleterre et de France, ou de France et d'Angleterre plutôt. Donc c'est vrai que c'est réellement un site qui est attaché à la Normandie autant qu'il est possible de l'être. La Bretagne a fort heureusement des chefs-d'œuvre à soupçonner. À Saint-Malo, allons jusqu'à Saint-Malo pour avoir quelque chose qui n'est peut-être pas du niveau du Mont Saint-Michel, mais qui est quand même très, très remarquable. Non, le Mont Saint-Michel est en Normandie, et même si le Quénon, dans sa folie, voulait un jour se déplacer vers l'Est, le Mont Saint-Michel resterait en Normandie.